Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guevenets m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo, take a seat now. God is the greatest man. Yalla yalla bass at all. PDG New Dem. Ça veut dire PDG, let's get it, niggas. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir ma homegirl. Une battante. Une femme qui nous fait du bien. Aïe. Une femme qui nous élève. Et ça, il faut le dire. Celle que l'on nomme Sophia Gris Bembe. Take a seat, Ego. On n'a pas écorché mon nom, c'est incroyable. Bravo. Bravo. Merci surtout. Comment tu vas, Sophia? Très bien, et toi? Impeccable. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Comme je te l'ai dit avant de démarrer, tu nous fais du bien de par ton contenu, de par ta présence sur les réseaux, de par les combats que tu mènes. Tu éveilles notre curiosité. Et pour toutes ces choses-là, on te dit merci. Merci beaucoup. Je vais rougir. Merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir, surtout. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, dans les grandes lignes, je suis Sophia Gris Bembe. Effectivement, je suis créatrice de contenu, plus connue sous le nom de Magribantou sur les réseaux sociaux. Et mon truc à moi, c'est de mettre en lumière les identités africaines un peu méconnues et déconstruire aussi des clichés qu'on peut avoir sur nos origines, notre histoire, nos ancêtres, etc. Et voilà en gros ce que je fais en ce moment en tout cas. C'est magnifique. On va retracer le parcours, la petite life. C'est la tradition ici. Ok. D'où tu viens? Je viens d'où? Moi, je suis une jeune femme de la France profonde. Je suis née à Tours. D'accord. Il y a 39 ans maintenant. Et donc, j'y suis née, j'y ai grandi. Je viens d'un milieu, on va dire, classe moyenne, classique, rien d'extraordinaire. Que dire de plus? Tu veux mon parcours Bien entendu. pro, on je sais veut pas, tout savoir. mon CV, je sais pas ce que je dois dire exactement. Ce que j'ai fait, j'ai un parcours assez, on va dire, qu'on va qualifier d'atypique parce que j'ai testé pas mal de choses dans ma vie. J'ai fait des études en langue étrangère appliquée. J'ai étudié l'anglais et l'arabe à l'université et le commerce international. Je me suis spécialisée dans la communication. Mais avant ça, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai travaillé dans la vente, hôtesse d'accueil. Vraiment, j'ai testé pas mal de choses. Je me suis cherchée pendant longtemps, pour être honnête. Et j'ai repris mes études un peu sur le tard. Et à l'issue de mes études, j'ai eu un déclic. Pour moi, c'était comme une évidence. Je devais m'expatrier, je devais partir vivre en Afrique. Donc, à un moment donné, je me suis expatriée. J'ai vécu en Côte d'Ivoire quelques années. Et j'ai eu l'occasion là-bas de travailler dans le monde de la communication politique. Donc, j'ai travaillé pour des personnages publics, des personnages politiques dans le cadre de leur campagne municipale et législative. Et j'ai travaillé un temps donc dans ce milieu-là. J'ai travaillé aussi dans un cabinet de lobbying. Et ensuite, je suis rentrée en France un peu par dépit, mais c'est parce que sur le plan du travail, ça me convenait pas. Donc, j'ai décidé de rentrer en France. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans la création de contenu en parallèle de mon occupation professionnelle. C'était vraiment un taf alimentaire, quoi, en attendant. Voilà. J'étais en quête perpétuelle, en fait. Et je pense que je me suis trouvée maintenant dans la voie que j'ai empruntée. C'est magnifique. Et que j'emprunte toujours. C'est magnifique, Sophia. Déjà, avant de poursuivre, moi, j'aimerais qu'on fasse un flashback et qu'on mette les pleins phares sur Tours. Ta jeunesse était facile au sein même de cette commune? Parce que nous, à Paris, on a tout à proximité. Vous, comment c'était?
de ce point de vue-là, ça allait. Hein. Je pense que j'avais accès à tout ce dont j'avais besoin. Peut-être la chose qui m'a manqué peut-être dans ma jeunesse, c'était le manque de mixité culturelle, on va dire. J'ai évolué principalement. Bon, il y a eu des moments où c'était pas le cas, mais j'ai évolué principalement dans des milieux majoritairement blancs. Ok. C'est pas comme à Paris, il y a beaucoup de diversité culturelle, etc. Donc, on peut avoir ce sentiment d'appartenance peut-être plus facilement. Et c'est ce qui m'a manqué peut-être dans ma jeunesse à un moment donné. C'est vrai. Mais c'était peut-être la seule difficulté que j'ai rencontrée là-bas. Et puis un peu d'ennui quand même aussi. Quand on est jeune, on cherche un peu plus de divertissement, j'imagine. C'est pour ça que j'en suis partie très vite. Hein. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai filé et je suis partie vers de nouveaux horizons. D'accord. Ouais. Et tu vivais en banlieue là-bas ou dans des coins un peu plus reculés? Non, j'étais dans des espèces de petites banlieues, je dirais pas chic, mais pavillonnaires, quoi. C'était des petits coins vraiment tranquilles. D'accord. Vraiment tranquilles. Et en termes d'identité, toi, on y viendra forcément, mais en termes d'identité, comme tu viens de le stipuler, voilà, il n'y avait pas trop de semblables. Est-ce que ça crée très tôt des carences? Parce que au niveau de la texture des cheveux, c'est pas la même chose. Au niveau des traits du visage, non plus. Ouais. Alors, j'ai eu des moments quand même et des connaissances qui venaient de milieux plus ou moins similaires aux miens. Attention, hein, je ne vais pas dire que j'étais tout le temps toute seule. Mais je pense que j'en avais pas forcément conscience quand je vivais sur place. C'est au moment où je suis sortie de cet environnement-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des milieux un peu plus diversifiés. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce qui m'avait manqué pendant longtemps. Quand je suis arrivée en région parisienne, vers l'âge de 18 ans, je me souviens, je logeais chez une amie d'ailleurs qui vivait dans le 18e avec sa maman. Et je me souviens encore de mon émerveillement, quoi. Je voyais des Noirs et des Arabes à la pharmacie, dont tous les commerçants étaient issus de la diversité. Et j'étais aux anges. Donc, c'était vraiment à cette période-là que je me suis rendu compte qu'il m'avait manqué quelque chose pendant ma jeunesse, c'est vrai. Et tu sais, tu es d'origine africaine et chez nous, on ne laisse pas facilement partir les enfants du foyer. Est-ce que tu as dû batailler, toi, pour partir? Non, j'ai pas bataillé. Je voulais éviter de parler de ça, mais bon, tant pis. Non, mais j'ai pas eu... Je n'ai pas d'ailleurs des rapports faciles avec ma mère. Donc, dès que j'ai pu, je suis partie du cocon familial. J'ai volé de mes propres ailes assez tôt. D'accord. Ouais. Et tu arrives sur Paris, comme tu dis, diversité. Ouais. Finalement, en sortant de chez toi, tu vois les comment dire, les quatre coins du globe, hein, j'ai presque envie de te dire. C'est quelque chose qui correspondait plus à ton état d'esprit, à ta philosophie de vie, je suppose. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là de ta vie? C'est-à-dire, ça cultive ta curiosité, ça te donne envie, ça nourrit ton ambition? Pas encore. Je pense que j'étais encore bien trop jeune pour m'ancrer dans une espèce de philosophie de vie. Hein. J'étais dans une quête encore, je me cherchais, à construire mon identité. Comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, hein. On ne sait pas trop où on va, ce qu'on veut faire. Donc non, je ne m'étais pas encore posé toutes ces questions existentielles. Mais j'avais ressenti une forme de soulagement, c'est vrai. D'accord. Une forme de soulagement dans le sens où je ne me sentais pas trop différente. Et c'était agréable de ressentir ça. C'est vrai. D'accord. Et donc, voilà, tu es sur Paris, effectivement, tu es en train de te faire... Tu poursuis les études parce que nous, très tôt, les parents nous bassinent en nous disant que le salut viendra par les études, par les qualifications. Tu as été biberonné par ça, toi aussi? Ah oui, totalement. Hein, surtout, nos parents, leur génération, pour eux, avoir un diplôme, c'est le Saint Graal. Hein. Si on n'a pas de diplôme, on a raté notre vie, quoi. J'ai même dû batailler pour poursuivre un cursus SES. C'était SES à l'époque, sciences économiques et sociales. Mes parents voulaient absolument que je choisisse la voie scientifique, S. Et j'ai dû batailler avec eux parce que voilà, j'étais nulle en maths. C'était la catastrophe. Je me voyais déjà échouer. Et je me souviens encore de mes parents qui étaient consternés à l'époque. Écoute, si tu veux rater ta vie, vas-y, choisis SES. C'était vraiment... il y avait cette pression autour de ça, hein, de l'accomplissement académique, on va dire. Donc oui, j'ai voulu aller dans cette continuité-là quand je suis arrivée en région parisienne. Mais j'étais jeune, j'étais peut-être un peu trop livrée à moi-même et
j'ai pas poursuivi, j'ai arrêté et j'ai commencé à enchaîner les petits boulots. D'accord. Voilà, je me suis cherchée comme ça pendant quelques années et j'ai pas pris au sérieux la fac. J'ai pas pris au sérieux mes études universitaires à ce moment-là en tout cas. Ok, très bien. Bah, merci déjà pour ta franchise, hein, sincèrement. Et tu sais, je vais rétropédaler un petit peu. On est comme ça chez WSL. Tu sais, aujourd'hui, on voit une femme aguerrie, accomplie et bien établie. Mais moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse. C'est-à-dire, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir, on a sensiblement le même âge tous les deux, mais on n'avait pas l'habitude de voir des couples mixtes. Ouais. Ah oui, oui. D'accord. Donc, moi, je veux que tu me parles de ces premiers rapports ou peut-être même de ces premiers conflits. Alors, c'est vrai que des unions comme celle de mes parents à leur époque, c'était assez subversif, c'est vrai. C'était peu commun. Ça a attiré l'attention. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. C'est limite banal, hein. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Alors après, j'avais peut-être pas tous les outils pour conscientiser tout ça à l'époque, mais c'est vrai que on entendait des remarques, on entendait des choses pas très agréables sur le couple qui était mes parents autrefois. On comprenait pas trop le choix de ma mère. On trouvait en quelque sorte déviant. Et j'ai grandi quand même avec toutes ces histoires que j'ai entendues ou qui m'ont été rapportées sur le fait que leur union n'était pas forcément acceptée, pas forcément tolérée, pas comprise. Et je sais que mes parents ont dû quand même, dans une certaine mesure, batailler pour être ensemble, c'est vrai. Alors, comment ça s'est traduit? Il y a une partie de moi, de ma famille, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, ou en tout cas, pas à ma connaissance. Et je sais que c'est en partie dû à l'union de mes parents. Comment on fait et comment on grandit quand on te fait croire, même si c'est pas de manière explicite, mais que cet amour est illégitime? Maman maghrébine, papa d'Afrique subsaharienne, comment on fait pour grandir dans ce contexte-là, quand on te dit constamment que c'est un amour illégitime, que ça ne va pas fonctionner, que cette communauté est meilleure que l'autre, ou inversement, tu comprends? Oui, mais je pense que quand on vit dedans, on est dedans, on grandit dedans, on réalise pas à quel point ça peut être grave, à quel point ça peut être violent, à quel point ça peut impacter par rapport à l'estime de soi. Je pense qu'on s'en rend pas compte. C'est vrai que maintenant, on a une époque où, avec les réseaux sociaux, on peut confronter nos expériences à celles des autres, on peut se sentir moins seul, etc. Et on peut avoir du recul par rapport à certaines situations. Mais à l'époque qui était la mienne, j'ai l'impression de parler comme une vieillarde, mais à l'époque qui était la mienne, oui, on se disait oui, c'est vrai que c'est quand même dur, c'est quand même bizarre, mais on passe au travers, on se dit que voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis on questionne pas vraiment la chose. Je pense qu'à ce moment-là, oui, ça me choquait d'une certaine manière de savoir qu'il y avait des membres de ma famille qui voulaient pas forcément avoir affaire à moi parce que j'étais à moitié noire. Oui, effectivement, je me disais, c'est choquant quand même, c'est bizarre de faire ça, c'est étrange. Puis après, on avance, on passe à autre chose, quoi. Et puis on est jeune, on questionne pas forcément. On sait qu'il y a un problème, on sait que c'est bizarre, dans une certaine mesure, mais bon, on apprend à accepter cette réalité et on avance quand même. Hein. D'accord. Et dans la fratrie, tu te situes à quelle position? Je suis l'aînée de mon père et ma mère. Mon père a eu un autre enfant plus tôt, quand il était plus jeune. Et mes parents ont eu deux garçons juste après moi. Et ensuite, ils se sont séparés, ils ont refait leur vie, ils ont eu encore d'autres enfants, chacun de leur côté. D'accord. Donc, on va dire, entre mon père et ma mère, il y a moi qui suis l'aînée et mes deux jeunes frères. Alors, on est 3. D'accord. Avec cette combinaison-là. D'accord. Ouais. Et donc, forcément, ça a laissé des séquelles, hein, tout ce passif. Et toi, tu es en train d'avancer. Mais c'est à quel moment, de ta vie où tu as eu ce déclic, où tu as eu envie de t'informer déjà dans un premier temps avant d'informer le monde? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé très tard. Je pense que j'avais 32 ou 33 ans. Comment ça a commencé? Je crois que c'était Enfin, il y a eu deux moments clés. Il m'est arrivé le premier m'est arrivé quand j'étais très jeune. Je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça.
Et c'était un peu une expérience un peu mystique, je crois, quand j'y repense. J'avais un job étudiant à cette époque-là. Je travaillais sur les Champs-Élysées, là, dans le esprit des Champs-Élysées, qui, je ne sais pas s'il existe encore. Et je m'étais posée sur un banc. J'avais pris une pause à ce moment-là, je crois. Et il y a un monsieur qui s'est posé à côté de moi. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était un rêve. Et on a commencé à échanger. C'était un monsieur vraiment sympathique qui sortait de nulle part comme ça. Et il m'a posé beaucoup de questions. Et il m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Comme un homme un peu plus âgé demande à une jeune femme, voilà. Mais c'était vraiment un bon sens. C'était ça. C'était ça, vraiment. Oui, c'était un bel échange. Je m'en souviens encore aujourd'hui, Okay. la preuve. Et je lui ai dit que je suis complètement perdue. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je teste des choses, etc., machin. Et il m'a dit, ce jour-là, il m'a dit, mais pourquoi vous ne commenceriez pas avec ce que vous êtes? Et je me souviens encore de cette phrase. Elle résonne encore en moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais oui, il m'a dit, voilà, vous avez tout déjà pour commencer. Et ben, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai continué à évoluer avec cette phrase en me disant, mais quel est le mystère caché derrière cette phrase? Je la trouve puissante, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et un peu plus tard, je crois que c'était en 2019-2020, à un moment donné, le mouvement Black Lives Matter a commencé à prendre de l'ampleur mondialement. Et tout le monde commençait, partout dans le monde, tout le monde commençait à s'émouvoir des violences policières qui pouvaient avoir lieu aux États-Unis, en tout cas des violences policières à caractère raciste. Et ce que j'ai pu observer, c'est que cette émotion, elle avait touché aussi le monde arabe. À cette époque-là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est assez surprenant quand même que dans le monde arabe, on arrive à comprendre quand même de manière assez consciente qu'il y a des problèmes de racisme, en tout cas dans un environnement américain, nord-américain, etc. Les gens arrivent à s'émouvoir pour quelqu'un qui est à l'autre côté de l'Atlantique, c'est super, mais pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose dans nos pays, dans nos cultures, on va dire, à dominance arabo-musulmane? Je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi on commence pas par balayer devant notre porte d'abord? Pourquoi on fait pas ce travail pour nous-mêmes, en fait? Et je me suis dit qu'il y avait un thème à explorer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux, avant même de commencer avec ma page Magrimantou, en réalité. J'avais ouvert une petite page comme ça qui s'appelait The Mazish Project, hein, un nom barbare d'ailleurs. Et projet métissage. C'est ça, Mazish qui veut dire mélange, je crois, en Fusha. Et l'idée, c'était vraiment de parler des problèmes de racisme anti-noir, de négrophobie dans le monde arabo-musulman, on va dire, dans la zone MENA, on va dire de manière large, donc du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Et l'idée, c'était d'une part de parler des problèmes de négrophobie, et puis aussi donner de la parole à des personnes qui sont quand même assez invisibilisées dans le monde arabe, les personnes noires. Comment dire, on a tendance à associer la notion d'arabité avec la blanchité, assez naturellement. C'est-à-dire que même quand on va vous parler des minorités en France, on va vous dire les Noirs et les Arabes. Rien que cette formule-là, elle est disqualifiante pour les gens qui nous ressemblent en réalité. C'est-à-dire que c'est comme si implicitement on vous fait comprendre que vous ne pouvez être que soit vous êtes noir, soit vous êtes arabe, mais vous ne pouvez pas vraiment être les deux. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ces profils-là qui sont invisibilisés, auxquels on ne pense pas, et puis leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur rapport à leur identité. Et j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que c'était, au départ, en tout cas au début, c'était une aventure formidable parce que ce désir d'appartenance là que je cherchais depuis toute jeune, je commençais à le construire brique par brique en collectant comme ça des témoignages de gens qui avaient des expériences plus ou moins similaires sur le plan culturel et puis on va dire de perception phénotypique, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'on t'a accompagné déjà dans ces recherches, dans cette quête? Oui, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mes deux parents m'ont vraiment encouragée. Ma mère était émue, je me souviens. Elle m'a dit, c'est beau, parce que tu as trouvé quelque chose, comment dire, que tu peux créer par toi-même, qui te ressemble, vas-y. Puis mon père, lui, il me soutient tout le temps dans tout ce que je fais. C'est mon pilier, c'est mon rock. Oh. Donc tout ce que je fais, il est derrière. Il me soutient. Donc de ce point de vue-là, non, c'était super. J'ai eu le soutien. J'ai pas eu de
d'obstacles, en tout cas, dans mon entourage proche. Dieu merci. Et quels ont été les premiers retours? Les premiers retours, ils étaient positifs. Je pense qu'on n'était pas nombreux à cette époque-là à aborder ce genre de sujet. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui commençaient déjà à en parler. Je les ai, entre guillemets, rencontrés virtuellement quand j'ai commencé à aborder ces thèmes. Donc, on n'était pas très nombreux. Donc, il y avait de tout. Il y avait des gens vraiment qui étaient super enthousiasmés, vraiment enthousiasmés à l'idée qu'on parle de ça, qui partaient du principe qu'il y avait un besoin, que c'était nécessaire. Et puis, bien évidemment, il y a eu des résistances et puis des gens qui étaient particulièrement mécontents. Et comment on fait pour justement tenir droit face au backlash? Est-ce que ça me fait mal? Ça me fatigue. Disons que c'est frustrant et que c'est drainant. Parce que on peut pas avoir une conversation intelligente avec une personne qui est raciste ou qui nie votre expérience avec le racisme de manière générale. Donc, c'est fatigant. Puis, on est des êtres humains. On a beau comprendre que c'est des gens qui se lâchent derrière leur clavier, etc., ou leur téléphone. C'est fatigant parce que d'une certaine manière, c'est une atteinte à notre dignité. Absolument. Donc, oui, c'est fatigant, c'est drainant, d'une part. Mais de l'autre, je sais que ce que je fais, c'est juste, c'est bon, c'est utile. Donc, ça me fatigue, mais ça ne m'ébranle pas dans mes convictions. Ouais. Voilà. Et je vois très bien. C'est bien, tu nous fais du bien. Et donc, du coup, je suppose que tu as multiplié les recherches parce qu'il y a plein de choses, et je te l'ai dit juste avant de démarrer, mais tu m'as informé de beaucoup de choses, moi. Okay, tu super. vois, à titre perso, sincèrement, et je te remercie pour ça. Mais toi, qu'est-ce qui a éveillé ta curiosité? C'est-à-dire, tu lisais davantage, tu effectuais davantage de recherches, tu te plaisais à faire ce travail de sape? En fait, ce travail, vraiment, je le divise en deux temps. Il y a la période Mazige, qui était très intéressante, mais qui a eu ses limites à un moment donné, justement, parce qu'à force de parler d'antiracisme, de négrophobie, etc., et de se faire insulter matin, midi, soir, on prend plus trop de plaisir à un moment donné dans la création de contenu. Et je me sentais aussi limitée dans les thématiques que je pouvais aborder. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer mes méthodes de travail et de moins les axer, de moins les diriger vers le militantisme, l'antiracisme, etc., mais plus vers la recherche historique et factuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous énonce des faits, il y a peu, en tout cas, ça arrive encore, mais il y a peu de place au débat. Moi, j'essaie de présenter les faits sans émotion. Voilà, je vous présente juste la réalité telle qu'elle est. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est ma façon à moi aussi de militer et de montrer aussi qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui vont pas, etc. Donc vraiment, il y a eu la période Mazige et puis il y a la période Maghrib-Bantou qui du coup m'a permis de prendre beaucoup plus de plaisir dans mon travail. Et puis de déconstruire pas mal d'idées reçues que moi-même je pouvais avoir sur mes origines, sur mon histoire, etc. Donc c'est très bien. Donc, en tout cas, voilà. Tu t'es pas resté bloqué dans une case. Non. Ça, voilà. Et ça, c'est une très bonne chose. Tu sais, moi, je veux que cette fois-ci, tu me parles du côté centrafricain, parce que tu as dit qu'il y avait pas mal de préjugés que tu as reçus, etc. Mais cette fois-ci, donne-moi le ton de l'autre côté. Du côté centrafricain, je n'ai reçu qu'amour et valorisation. C'est horrible de dire ça, mais c'est mon histoire après. Hein. C'est pas représentatif de toutes les expériences des gens qui ont un métissage similaire au mien, attention. De manière générale, j'ai reçu un très bel accueil. Alors après, est-ce que c'était pour les bonnes raisons? J'en sais rien. Est-ce qu'il y avait une forme de colorisme inversé dans le sens où à partir du moment où je suis une métisse, c'est quelque chose de valorisé? Je ne sais pas, Okay. Peut-être. En tout cas, toujours est-il que moi, je me suis toujours sentie acceptée et je me suis toujours sentie accueillie avec beaucoup d'amour. Après, il y a eu des exceptions. Je ne vais pas dire que c'était toujours tout rose, mais globalement, c'était quelque chose de fluide et de plaisant. En tout cas, du côté centrafricain. Mm-hmm. Est-ce que, dans ton cas de figure, tu te sens obligé de choisir un côté au détriment d'un autre? Ah non, jamais de la vie. Jamais. Et puis, c'est assez drôle parce qu'il y avait récemment, il y a une abonnée
je sais pas si c'est une abonnée, mais en tout cas une fille qui a laissé un message sur un commentaire et elle avait dit quelque chose comme j'ai jamais vu de ma vie une fille qui est en quête de ses origines, des deux origines, de façon aussi équilibrée. Et j'ai trouvé ça très juste parce que vraiment je suis véritablement attachée à mes deux origines, pour parler un peu vulgairement. Vraiment, les deux sont importantes. Il n'y en a pas une qui prime sur l'autre. Je pense que ça, parfois, les gens ont du mal à comprendre, peut-être parce qu'ils ont besoin de vous mettre dans une case. Mais je me sens tout autant centrafricaine que marocaine. Il n'y en a pas du tout. J'ai un amour profond pour mes deux backgrounds culturels. Ah oui, à fond. Non, je ne pourrais jamais choisir. Impossible. Et ici, c'est ce message d'unité qu'on aime entendre. Sincèrement, Sophia. Et alors, pour parler de ton projet, de ce que tu effectues, est-ce qu'aujourd'hui, c'est rémunérateur, tout ce que tu fais? Oh là là, non. Pas encore. Pas encore. Enfin, j'ai quelques activités annexes qui me permettent de faire rentrer un peu de cash quand même. Mais on va dire, c'est des revenus indirects, entre guillemets, qui découlent de mon exposition sur les réseaux sociaux. Mais mon travail en lui-même, pas forcément. Pas forcément, mais heureusement, j'en retire énormément de satisfaction parce que sinon, ce serait compliqué de continuer. Mais en fait, bon, sur les réseaux sociaux, il y a différents types de contenus qui marchent bien. Je crois que c'est des contenus humoristiques. Dans le domaine de la cuisine aussi, c'est ce qui marche super bien. Les gens aiment beaucoup ça. Je crois qu'il y a aussi tout ce qui est lifestyle, contenu de couple, etc. Ça fonctionne super bien. Et dans la niche que j'ai choisie, c'est-à-dire culturelle, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense quand même que dans la niche que j'ai choisie, je pense que j'ai des résultats, on va dire, corrects. En tout cas, moi, je suis contente des résultats que j'ai, même s'ils ne sont pas extraordinaires. Je ne suis pas connue dans toute la France, mais je suis quand même satisfaite des retours que j'ai. Et voilà, je pense que la niche que j'ai choisie aussi fait que c'est peut-être plus difficile de capter l'attention des gens. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour se vider la tête, penser à autre chose. On n'a pas forcément envie de réfléchir. Donc, non, en termes de rémunération, c'est pas extraordinaire. C'est vraiment toutes les activités connexes, en fait, qui sont les miennes, qui me permettent de générer, on va dire, un peu de flux financier. Et ça te laisse sur ta faim, ça? Oui, peut-être au départ, j'avais quelques frustrations. Le fait d'abattre tout ce travail et finalement de ne pas ressortir avec... J'essaie vraiment de me remettre en question, dans le sens où peut-être que j'ai pas compris tous les codes aussi des réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut apprendre à parler aux gens d'une façon à ce qu'on capte davantage leur attention. Peut-être que j'ai pas encore trouvé le truc. Après, c'est vrai que effectivement, moi, je suis seule. Et quand je fais des recherches sur une thématique, ne serait-ce que pour faire une seule vidéo, moi, des fois, ça va me demander 1 à 2 semaines de recherche pour pondre une vidéo d'1 minute. Donc, effectivement, ça ne me permet pas d'alimenter cette machine-là avec les algorithmes qui sont un peu capricieux et qui en demandent toujours plus. Donc, effectivement, je peux pas forcément je suis peut-être pas forcément compétitive. Okay. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui fait que, au départ, ça me frustrait, mais honnêtement, sur le plan personnel, moi, ça m'apporte beaucoup. Et les retours que j'ai, je trouve que c'est gratifiant quand même. Donc, je suis satisfaite d'une certaine manière quand même. Déjà, tu nous nourris intellectuellement. Et ça, je trouve que ce n'est pas rien. Mais moi aussi, en fait, je suis vraiment nourrie intellectuellement par les retours que j'ai. Vraiment, en tout cas, moi, sur ma page, j'ai une communauté de gens extrêmement cultivés et intelligents qui, du coup, ça crée une forme de synergie parce qu'ils me stimulent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des idées de thèmes aussi. Et parfois, même des fois, je suis dépassée par l'intelligence des gens qui me suivent parce que vraiment, c'est impressionnant. Donc moi aussi, plus je partage, plus j'apprends. Donc, c'est une belle synergie au final. Donc, voilà. Tout le monde y gagne, je pense. Et parle-moi de ton expérience un petit peu en Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Ah, la Côte d'Ivoire. Déjà, tu es resté combien de temps? Environ 3 ans et demi, 4 ans. Vers la fin, j'ai eu un aller-retour de 3 mois. Bon, ça compte pas. Après 3 ans et demi, 4 ans, j'arrive jamais à me souvenir. C'était une expérience extraordinaire.
Vraiment, j'ai un amour profond pour ce pays, pour sa population, qui m'a accueilli à bras ouverts. Et je pense que j'ai expérimenté là-bas ce que je n'avais jamais expérimenté, en tout cas, ni en France, ni même peut-être pas de la même manière, en tout cas dans mes pays d'origine. C'est-à-dire que je pense, en tout cas, c'est mon expérience, peut-être pas l'expérience de tout le monde, mais je trouve que les Ivoiriens savent vous accueillir et puis vous intégrer à leur vie, à leur culture. Moi, je me souviens comme ça, des anecdotes avec des collègues de travail. Je me souviens quand il m'arrivait de dire, mais non, mais moi, de toute façon, vos trucs, je les comprends pas. Moi, je suis pas d'ici, etc. Et on me reprenait, hein. Ah non, c'est fini. C'est bon, tu es une Ivoirienne maintenant. Tes trucs de je suis étrangère, c'est fini. Donc, je me sentais vraiment appartenir à une communauté et à un moment donné, je me sentais vraiment véritablement à l'aise. Donc, malheureusement, j'ai pas pu y rester, plein de raisons. Mais c'était une très belle tranche de ma vie et j'en garde de très, très bons souvenirs. Ah oui, j'ai adoré. Adoré, vraiment. Et t'as pas pour ambition d'y retourner? Je sais pas, peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas au programme. En tout cas, j'espère un jour pouvoir m'installer en Afrique. Où exactement, je ne sais pas. Mais c'est un... Ce serait le but ultime de s'installer en Afrique? Oui, pourquoi pas? Parce que je l'ai déjà expérimenté. Je sais ce que ça implique. Je sais que ça me convient aussi. Moi, tu sais, c'est un rêve que je nourris depuis toute petite. Même à l'époque, quand j'étais très jeune, je n'avais même pas mis les pieds en Afrique. C'est ce que je disais à mes parents. Je leur disais toujours, moi, plus tard, j'irai m'installer en Afrique. Même, je me souviens, ma mère se moquait de moi en me disant, mais de toute façon, faut pas confondre tourisme et migration. T'es une petite Française, voilà. Faut pas croire que tu pourras t'adapter à l'Afrique comme ça. Et effectivement, mon adaptation n'a pas été facile. Quand je suis arrivée en Afrique, j'ai réalisé que j'étais bien plus française que je ne l'imaginais, ça c'est sûr. Donc il y a eu un temps d'adaptation et des moments un peu compliqués. Mais non, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'apportait une forme de paix, hein, l'expatriation en Afrique. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Mais par exemple, un truc tout bête, mais juste de se dire qu'on va aller à un entretien d'embauche avec des tresses sans avoir à se poser de questions. Est-ce que ça va plaire à l'employeur? Est-ce que je vais paraître négligée? Est-ce que ça va me disqualifier? Ce genre de questions, on ne se pose pas. Enfin, tout ce qui est lié à la charge raciale, on peut déjà le mettre de côté. Donc rien que ça apporte une forme de paix. On sous-estime, en fait. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Mais c'est des petits trucs du quotidien. C'est de voir des gens qui vous ressemblent partout, à la télé, sur les panneaux publicitaires. C'est de se sentir à appartenir à... Voilà, ce sentiment d'appartenance dont je parle souvent, qui manque souvent d'ailleurs aux personnes métissées. Je ne suis pas la seule, je pense. Il y a beaucoup de métis. Je ne vais pas parler au nom de tous les métis, mais je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup de personnes métissées. C'est, c'est ce sentiment de ne pas se sentir à sa place dans tous les milieux où on évolue. Et je pense que ces petits détails-là, ça participe au sentiment d'appartenance et ça peut apporter une forme de soulagement et de paix, dans une certaine mesure. Donc moi, j'avais trouvé ça là-bas. Donc après, voilà, je me laisse le droit de changer d'avis, etc. Mais en tout cas, c'est une idée qui me plaît fortement. Ouais, j'aimerais bien, pour le moment. On espère en tout cas pour toi que ces projets aboutiront. Je me le souhaite aussi. Et tu travaillais pour qui là-bas? Tu m'as pas déjà posé. J'ai travaillé pendant un petit temps pour un monsieur qui a toujours, je pense, une boîte de communication. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Il représentait, en fait, pour moi, le succès à l'africaine. Vraiment. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour lui, j'étais vraiment, vraiment heureuse. J'ai travaillé dans une boîte qui réellement n'avait rien à envier à aucune boîte européenne ou américaine. Mais c'était vraiment du for us, by us. C'était vraiment, j'étais dans un environnement africano-africain, performant, avec vraiment des grosses têtes, pas forcément des gens qui ont voyagé en Europe, aux États-Unis, hein, mais des gens qui m'ont énormément challengé sur le plan professionnel et que j'admirais aussi beaucoup, intellectuellement. Et c'était une expérience qui m'a beaucoup appris, même si à un moment donné, ça a eu ses limites. Rien que pour ça, j'ai aimé travailler dans cet environnement-là. Et ça m'a donné aussi,
ça m'a donné une perception différente, je pense, de l'Afrique aussi. Parce que je pense que quand on grandit en Europe, quand on est un afro-descendant qui grandit en Europe, qu'on le veuille ou non, on est influencé par cette image assez, il faut le dire, assez coloniale de l'Afrique. Moi, j'entends beaucoup, même sur les réseaux sociaux, beaucoup d'afro-descendants dire ah oui, moi, il faut que je retourne sur le continent africain pour aider à développer le pays. Là, le continent a besoin, là, il y a tout à faire sur ce continent, etc. Et je pense que d'une certaine manière, j'étais influencée un peu par cette rhétorique, un peu, mine de rien, assez colonialiste. L'idée de penser que les Africains ont besoin de nous pour avancer et se développer, c'est une posture quand même très condescendante. Et c'est quand je suis arrivée là-bas, je pense que ça a été une belle leçon d'humilité aussi pour moi, parce que j'étais pas au niveau des gens avec qui j'évoluais. Vraiment, déjà, j'avais pas une bonne connaissance de l'écosystème africain, en tout cas ivoirien à cette époque-là. Et ça m'a poussé à me remettre en question par rapport à pas mal de choses. Et voilà. On a bien compris que c'était une personne connue. Oui, dans son environnement, oui, il est connu. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. On va rester sur ça alors. On va pas aller plus loin. En tout cas, je trouve que c'est très bien et très noble de ta part déjà de reconnaître le fait que tu sois de manière inconsciente un peu allé peut-être avec une certaine posture. D'accord. Oui. D'accord. Moi, je trouve ça honnête et grand de ta part. Et je pense que nous, parfois, on doit faire preuve de plus d'humilité quand on met les pieds là-bas. Tu vois, on doit plus observer avant d'émettre des jugements et peut-être même avant de mettre les deux mains dans le cambouis. Et moi, je veux que tu me parles cette fois-ci du Maroc un peu plus en profondeur parce que j'ai eu la chance de me rendre plusieurs fois dans ce beau pays. Oh, super. Et tu sais, là-bas, il y a un beau brassage culturel et ethnique, tu vois. Absolument. Et tu sais, je te l'ai également dit juste avant de démarrer. Au départ, je pensais que tu étais 100% marocaine. Donc, moi, je veux que tu me parles de cette puissance africaine, mais qui est également méconnue de beaucoup de personnes. Oui. Et puis des diasporas aussi. Absolument. Même des diasporas africaines, maghrébines. On n'a pas une très bonne connaissance de nos pays d'origine. Et parfois, l'image qu'on se fait de nos pays d'origine, elle est fortement influencée par cette imagerie très européenne, très coloniale d'une certaine manière. Et on s'en rend pas forcément compte. Mais oui, ce que tu disais sur cette diversité au Maroc, c'est vrai. J'ai une amie qui me dit souvent ça, et elle a raison, j'adore cette formule. Elle me dit, les gens se rendent pas compte, mais au Maroc, on est ce qu'on pourrait dire une espèce de société créole, avec des influences culturelles tellement variées. Amazigh, arabe, subsaharienne, même si j'aime pas le mot, on va dire ouest-africaine, européenne dans une certaine mesure. Et c'est tout ça qui fait l'identité, en tout cas marocaine. Et c'est ce qui fait la richesse de ce pays et qui fait que moi aussi, je l'aime énormément. Et je pense que c'est aussi pourquoi beaucoup de gens l'aiment aussi. En partie. Non, mais c'est magnifique. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais même, avant de commencer une énième fois, hein, que tu étais à Gorée et que là-bas même, tu m'avais ouvert les yeux, en fait, sur le décor ancestral, en fait, et l'historique même de Gorée, c'est-à-dire où on voyait le décor portugais. Et c'est vrai, quand dézoomant un petit peu, j'ai pu comparer les choses et tu disais vrai. Tu sais, moi, quand je suis parti à Gorée, et d'ailleurs à plusieurs reprises, je voyais énormément de Sud-Américains. Ah oui? Énormément de Colombiens, des gens qui venaient de l'Équateur, etc., qui étaient aussi en quête de leur histoire. Oui, toi, aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de parler avec des gens qui viennent de loin et qui aimeraient en savoir davantage sur leur histoire? Tout le temps. Parfois, on me pose des questions. Je ne suis pas forcément capable d'y répondre. Mais à force de faire des recherches, c'est vrai qu'on arrive à connecter des points. On arrive à faire des liens qui sont assez intéressants pour les gens. C'est assez fascinant. Par exemple, moi, grâce à mes recherches, j'ai appris qu'il y avait des populations nord-africaines qui avaient, elles aussi, été déportées dans les Amériques
Et ce qui expliquait aussi pourquoi il y avait beaucoup de latino-américains qui avaient de l'ADN nord-africain. Donc, des fois, on arrive à connecter des points comme ça. C'est assez intéressant. Il arrive qu'on me pose des questions. Moi, je ne suis pas une spécialiste de tout, même si j'aborde beaucoup de sujets. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais il m'arrive d'être en capacité de donner des pistes de réflexion sur la base des recherches que j'ai faites. Oui, donc il arrive qu'on me pose des questions. Mais je ne suis pas une experte en la matière, en tout cas pas encore. Et ça t'intéresserait, toi, de te rapprocher des profs d'histoire, par exemple, pour essayer de rejoindre et de rallier vos forces? Pourquoi pas? C'est vrai que l'occasion s'est pas forcément présentée, mais ça peut être intéressant. C'est vrai que moi je fais ça en autodidacte, hein, totalement. Je marche avec la passion, mais pour l'instant c'est juste que l'occasion s'est pas présentée, mais je serais ravie de le faire, hein, ça c'est sûr. Absolument. Ouais. En tout cas, je pense que ce serait une belle chose. Oui, bien sûr, ça pourrait enrichir mon travail, ça c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? De l'argent. Non, moi j'ai plein de projets en tête. J'aimerais bien poursuivre mon travail autour des identités noires dans le monde arabe. J'ai commencé avec le Maroc et j'aimerais bien poursuivre comme ça tout le long comme ça de l'Afrique du Nord. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais aussi explorer davantage l'identité centrafricaine. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais la Centrafrique, c'est quand même un pays qui est assez méconnu, même des Africains eux-mêmes. C'est un peu rageant par moments. Et donc, ça me plairait aussi de creuser à ce niveau-là, de façon un peu égoïste, parce que c'est mon histoire aussi, mais c'est des projets que j'ai en tête et que j'aimerais mener à bien. Donc, si vous voulez me soutenir dans ce sens, allez-y. Voilà ce que j'aurais à dire. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Sophia. Merci. Honnêtement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie pour ta venue, pour cette transmission, pour ce beau sourire, pour tout ce que tu portes et tout ce que tu véhicules. Comme je te l'ai dit, on a besoin d'entendre ces messages-là. On a besoin d'intellectualiser les discours aussi. Ça nous fait du bien, tu vois. Et les réseaux sociaux servent aussi en partie à ça. Merci. Tu vois, donc bravo pour ce que tu fais et vraiment, on espère que ces projets et puis cette ambition te mènera là où tu as envie de... Merci. Là où tu auras envie d'aller. Je prends. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec la grande femme, j'ai nommé Maghrib Bantou. Pour We Hustle, mes paroles valent cher. Peace! We hustle, baby.